des années et des années, et depuis des années sans rien gagner, sans avancer de rien, qui paraissait insoluble et qui en effet était insoluble. On ne sait pourquoi, tout d'un coup n'existe plus. Voyez dans votre mémoire, et voyez qu'il n'y a point des périodes et des époques, des plaines et des points de crise. Pendant des années, pendant 10, 15, 20 ans, pendant 30 ans, vous vous acharnez à un certain problème et vous ne pouvez apporter aucune solution, et vous vous acharnez à un certain mal et vous ne pouvez apporter aucun remède. Et tout un peuple s'acharne, et des générations entières s'acharnent, et tout d'un coup on tourne le dos, et le monde entier a changé de face. Ni les mêmes problèmes ne se posent plus, il s'en posera assez d'autres. Ni les mêmes difficultés ne se présentent, ni les mêmes maladies ne sont plus considérables. Il n'y a rien eu, et tout est autre. Il n'y a rien eu, et tout est nouveau. Il n'y a rien eu, et tout l'ancien n'existe plus, et tout l'ancien est devenu étranger. Et on ne sait plus de quoi en parler, dit-elle. Et on admire qu'on y ait pu mettre tant de feu, c'est-à-dire au fond tant de jeunesse. Et cela même, dit-elle, est la marque d'un vieillissement. Comme il y a une durée d'un peuple et une durée du monde, ainsi et par suite il y a un vieillissement d'un peuple et un vieillissement du monde. Il n'y a rien eu et le monde a changé de face. Et l'homme a changé de misère. Ça, c'est une phrase qui est importante, parce qu'en fait, il ne dit pas du tout qu'il y a eu des révolutions importantes et heureuses, avec des aboutissements définitifs. On a passé d'une difficulté dans une autre, comme par exemple, on pourrait dire que il y a le passage de l'asservissement royal ou nobiliaire à l'asservissement à l'argent, par exemple, et aussi un passage d'asservissement. On se demande ce qu'on disait et on ne le trouve plus. Là aussi, comme par exemple être de plein pied avec ses formes de libertinage ou de sentiments chevaleresques du XVIIIe siècle. On se demande de quoi on parlait. Comme par exemple, justement, si on parle du page, on se demande de quoi on parlait. On parle d'un ado. Donc, mais on change de langage, et on change dans la trivialité d'un langage quelque chose qui également est une transformation d'être, une transformation de valeur et de nature. Le galérien a changé de chaîne, et une jeunesse s'est muée en vieillesse. C'était très beau cette phrase. On se demande de quoi on parlait, le galérien a changé de chaîne, et une jeunesse s'est muée en vieillesse. Quand ce vieillissement, dit-elle, apparaît sur une longueur de temps, pour ainsi dire, bien chronologique, bien chronographique, bien enregistré, on le saisit encore. Quand il est marqué par des articulations bien nettes, quand il est articulé par tout un appareil d'enregistrement historique, il apparaît alors comme sur une carte en relief. Celui qui a su placer ses 83 ans entre... Mais ça, il s'agit de Victor Hugo, c'est une autre affaire, parce que c'est à propos d'une digression sur Victor Hugo qui occupe le siècle, et donc qui va nous rejoindre d'ailleurs avec ce problème des misérables de la chanson du châtiment, et qui lui, dans son être, incarne en quelque sorte le vieillissement du siècle, a commencé d'ailleurs par sa naissance, par la façon dont il a été inspiré et imbibé, on pourrait dire, de l'esprit napoléonien, et dont il a parlé de Napoléon Ier et de Napoléon Petit, justement parce qu'il avait cette empreinte d'origine d'être né pendant la guerre d'Espagne
et elle avait été entraînée par son père à la suite des armées, d'avoir vécu là-dedans pendant toute une partie de son enfance, mais ensuite d'en avoir eu assez de distance et d'avoir vieilli pendant l'ensemble du siècle. Alors pour Péli, qui était un grand admirateur de Hugo, c'est celui qui incarne en quelque sorte à la fois l'histoire et le vieillissement du siècle. Mais là c'est un petit peu une idiosyncrasie de Péli lui-même, quel que soit l'intérêt que l'on peut accorder à Hugo. On ne peut pas ne pas accorder le même